Je suis vraiment ému. Ceux qui me connaissent savent aussi que j'ai beaucoup d'émotions quand je parle de sujets comme celui de ce soir. On va commencer par dire bonjour. Bonjour à tous. Je suis heureux et fier de revenir à l'ICO. C'est mon alma mater. Et de ressentir les vibrations associées aux bonnes années et aux bons moments que j'ai passés ici. Je salue particulièrement la présence de Mme Shakila, qui est chargée d'affaires au commissariat de la République du Rwanda. Merci beaucoup. Merci aussi à notre conjoint de nous avoir accompagnés. Je salue aussi la présence des amis et des collègues. Certains d'entre vous étaient présents à la défense de ma thèse et à la graduation, et nous revoici de nouveau à parler du livre qui est issu de cette thèse. Merci donc à toutes et à tous de ce soutien, alors que je lance cet ouvrage qui s'intitule « Les collines se souviennent ». Je voudrais remercier du fond du cœur le professeur Paul Duc-Brown, qui vient de vous adresser un mot, et qui pour moi était plus qu'un directeur de thèse. Notre aventure a commencé en 2007, et comme vous le voyez, elle se poursuit, puisque la rencontre de ce soir à l'ICO n'aurait pas pu avoir lieu sans lui. Alors, les collines dont il est question dans ce livre sont celles de Bisesero, une région du centre-ouest du Rwanda, frontalière de la République démocratique du Congo. Ces collines sont aussi l'habitat d'une communauté, les Basesero, dont l'histoire a parcouru le Rwanda et traversé les frontières. C'est l'histoire de la résistance au génocide. Mais ce sera aussi la résistance tout court, parce que les Basesero ont la résistance dans le sang, dans les gènes. La résistance coule dans leurs veines. Ils ont résisté à l'époque de la monarchie, pendant l'époque coloniale et toute la période post-indépendante, jusqu'à cet événement historique, la chute de l'avion du président Habyarimana, survenu le 6 avril 1994. C'est devenu l'événement référence de l'histoire du Rwanda. Vous le savez, c'est la mort du passager du Falcon 50, c'était son avion présidentiel, qui a servi de prétexte au génocide, parce que ça ne peut pas être une raison, et qui a servi aussi de raison à la résistance. La résistance est un mot aux multiples sens. Et ce livre décortique la diversité de sens selon ce de quoi on parle. Du latin resistere, le sens premier du mot résistance s'applique aux sciences physiques. C'est le phénomène physique qui s'oppose à une action, à un mouvement. Donc, résister veut dire, dans ce sens-là, opposer une force à une autre. Appliqué aux humains, c'est la qualité physique grâce à laquelle on supporte la fatigue. Donc, ce qui requiert un effort soutenu. Donc,
Une personne résistante est perçue comme étant infatigable, robuste, tenace. Dans le langage du Coran, d'ailleurs, la résistance rime avec fermeté et force. En termes de guerre, c'est l'action de s'opposer à une attaque menée par un ennemi. Et c'est l'action de se défendre. Dans les sciences sociales, cependant, on donne souvent à la résistance une coloration négative. Elle est associée à la désobéissance, à la rébellion. Pensez aussi à la résistance au changement en milieu de travail, par exemple, ou à la résistance au changement de culture dans une société ultra-conservatrice. Vous connaissez certains pays où, par exemple, une femme ne peut pas conduire une voiture, alors que les statistiques dans nos sociétés montrent que les femmes sont plus prudentes et plus réfléchies et prennent moins de risques sur la route que les hommes. La résistance dont il est question dans ce livre, cependant, est d'un tout autre ordre. C'est la résistance au génocide, au mal absolu. La résistance, dans ce contexte, est témoin de défense de la liberté, de la dignité, de l'intégrité et de la vie des personnes faisant partie d'un groupe cible. Donc, au demeurant, la résistance à l'oppression, en tant qu'attitude, en tant qu'action humaine, se vérifie dans tous les domaines de la vie. Et ça devrait encore être vrai, ou même plus vrai, lorsqu'il s'agit d'un génocide. Qu'on appartienne au groupe cible ou au groupe perpétrateur, qu'on soit spectateur local ou étranger, l'objectif même du projet génocidaire est tellement radical qu'il ne peut qu'appeler les hommes et les femmes de bonne volonté à résister. Mais, c'est ça le paradoxe, la perpétration d'un génocide devient possible parce que ceux et celles qui avaient la capacité de s'y opposer ont détourné les yeux, soit par complicité, soit par indifférence, soit par simple peur. Mais, qu'à cela ne tienne, quand la haine et la peur gagnent un pays, et c'est Jacques Soumelet qui me le dit, et que les massacres se propagent, il y a toujours quelques humains qui ne se laissent pas entraîner. Et le Rwanda n'a pas fait l'exception, même si ces hommes et ces femmes justes n'ont pas été suffisamment nombreux pour faire la différence, pour empêcher le pire. Et Bicé Sala en particulier n'a pas tellement bénéficié de ces esprits justes, parce que c'était une communauté très homogène, qui était qui n'avait pas de voisins ou tout immédiat, qui aurait pu peut-être secourir, cacher quelques personnes. Mais c'est aussi une caractéristique qui a rendu cette résistance possible. On a dit, écoute, on n'a pas d'autre choix, il faut qu'on se défende. Autrement dit, on peut être tenté de dire qu'elle est aussi des autres régions qui, eux, se sont résignés. On le sait faire, qu'ils étaient peut-être lâches. Mais ce n'est pas vrai. C'est tout simplement que les conditions d'une résistance efficace, coordonnée, n'étaient pas réunies dans la plupart des régions du monde. Naturellement, ou en particulier l'habitat, où une petite minorité était à l'intérieur d'une grande majorité, et où vraiment l'autodéfense était pratiquement imposée. Et même là, il y a des individus, des familles, des groupes
qui se sont farouchement défendus. Et bien sûr, qui ont été, à un moment donné, impuissants. Ces histoires héroïques, on ne les connaît pas toutes. Mais peut-être, avec le temps, on les connaîtra et on pourra écrire ces histoires. Naturellement, la résistance prend plusieurs formes selon le cas, selon les circonstances. On parle de la résistance civile, lorsque la population exprime un refus et prend quelques initiatives pour contrer les tueurs. La résistance est militaire. Là, c'est lorsqu'une force armée s'oppose aux génocidaires. La résistance peut être morale, spirituelle même. Et ce qu'on fait avec François, qu'on dit non à la déshumanisation dont on fait l'objet. Et affirmer son identité, et ça, qu'elle soit nationale ou religieuse. La résistance peut être aussi caritative, c'est-à-dire on aide, on protège les victimes. Souvent dans le secret et sans m'en dire, ces juifs cherchent à aider plutôt qu'à dénoncer. Il n'est pas facile de dresser le bilan ou le portrait type d'un sauveteur, mais c'est un fait historique. Il existe une société informelle de sauvetage, fragile certes, mais qui sauve des vies. Plusieurs rescapés à travers le Rwanda en attestent l'existence. Même si Bisesero ne pouvait pas en bénéficier, à raison justement de l'habitat qui était le plus homogène et particulier. La résistance de Bisesero était militaire dans sa forme, mais les résistants de Bisesero n'avaient pas d'armes autres que des pierres, des lances, des arcs et des flèches. Et ces armes, ils les avaient utilisées avec efficacité dans le passé. On a toutes les vagues de violence qui ont endeuillé le Rwanda. Et Bisesero était toujours, qui lui en général, était toujours touché. Ils se sont défendus avec succès. En 59, en 61, en 63, 64, en 67, en 73, des années 1900. Mais cette fois-ci, en 94, ils avaient en face de l'armée nationale. Ils avaient les miliciens intérieurement bien entraînés et lourdement armés. Et il y avait la population majoritaire à 85% qui avait adhéré à cette idéologie, sauf quelques exceptions ici et là. Donc, à partir d'avril, le 8 avril 1994, jusqu'à peu avant le 12 mai, les Bisesero se sont défendus avec succès. Ils ont même pu désarmer certains des assaillants, même s'ils ne savaient pas utiliser les fusils. La donne va changer d'une manière radicale à partir du 13 mai 1994. Un peu plus d'un mois après le début du génocide. Au cours de cette attaque surprise, préparée, impliquant les génocidaires notoires de tout le pays, 40 000 de 60 000 membres de la communauté Tutsi de Bisesero ont été tués en une seule journée. 40 000 personnes. Ça a changé radicalement la suite des choses, obligeant les résistants à effectuer des changements au plan tactique et stratégique. Mais la lutte va se poursuivre malgré tout. Jusqu'à
à la fin, c'est-à-dire le moment où la fameuse opération turquoise, dont vous avez peut-être entendu parler, va finalement se décider d'intervenir. On est vers fin juin 1994. Donc, d'une communauté de 60 000 personnes, seuls 800 000 survivants ont pu être de 60 000, 800 000 personnes ont survécu. Aujourd'hui, on sait exactement que c'était 800, 820, 830, 825, c'est autour de ce chiffre. Donc, moins de 1000. Ils étaient majoritairement entre 20 et 35 ans. Vous comprenez pourquoi? C'est parce que c'est la tranche d'âge qui a pu résister et qui a survécu. La majorité des femmes et des enfants sont morts le 13 mai, lors de cette attaque surprise qu'on a appelée Simusiga, l'attaque de la mère des attaques. Alors, utilisant la théorie ancrée comme approche de recherche, j'ai pu aller au-delà de l'objectif premier que j'avais pour ma recherche, qui était de comprendre les raisons qui ont motivé cette communauté à se défendre. Et j'ai pu, en analysant les données collectées, identifier 4 catégories supplémentaires, donc tout un ensemble de catégories, 5, c'est-à-dire les facteurs motivateurs de la résistance, mais aussi les rescapés parlaient des stratégies qu'ils ont utilisées pendant la résistance. Ils parlaient des échanges entre les acteurs sur le terrain. Et ils parlaient des retombées de la résistance. Et ils me parlaient des pensées, de leurs pensées, de ce qu'ils pensent de leur expérience. Alors, si on parle des facteurs qui ont motivé la résistance à l'CCO, il y en a plusieurs, je ne peux pas tout les parcourir, mais ils sont de 2 catégories. Il y a des facteurs qui sont universels, l'exemple, c'est par exemple on peut parler de l'instinct de survie, par exemple. Ça, c'est un facteur universel. Tout le monde veut sauver sa peau dans des circonstances comme ça. Donc, ce n'est pas un facteur qui est particulier à l'CCO. Par contre, les récits et les rituels de résistance de la CCO, qui sont transmis de génération en génération, sont spécifiques à cette région. C'est-à-dire que depuis des siècles, les CCO transmettaient leur expérience aux enfants en matière de résistance. Ils disaient, ne vous laissez jamais faire. Nous vivons dans un monde où il existe une injustice flagrante, surtout à l'endroit des plus faibles. Et mettez-vous ensemble et luttez ensemble. Et ces enseignements étaient transmis de génération en génération. C'est ce qui explique, en partie, le fait qu'ils avaient toujours résisté depuis la Première République jusqu'au génocide. D'autres facteurs un peu particuliers, c'est aussi le fait qu'ils attendaient leur fils qui avait rejoint les rangs du FPR, le Front patriotique rwandais, et disaient, ils sont certainement en train de venir nous secourir. Et ça serait dommage qu'ils arrivent et qu'ils nous trouvent tous morts. Et ça leur donnait un peu de motivation. Les stratégies de résistance comprennent
partir au partage des tâches. Ils savaient se partager les tâches. Les femmes allaient ramasser des pierres et les lancer à leurs époux qui, eux, les lançaient contre l'ennemi. Hein? Par exemple. Il y avait aussi le corps à corps surprise. Le commandant en chef se plaçait à un endroit stratégique. Il disait à ses troupes, il a dit, baissez-vous, couchez-vous, attendez, laissez-les avancer. Moi, je vais vous donner le signal. Et quand je donne mon signal, alors foncez en toute vitesse sur eux. Et ça, je vous assure, ça déstabilisait les assaillants. Et ils couraient en devant. Il y avait aussi ce qu'ils appelaient les positionnements stratégiques. C'est-à-dire qu'il y a un groupe, le groupe le plus important se mettait à un endroit où ils sont visibles par l'ennemi. Mais ils plaçaient des petits groupes tout autour. Et eux, l'ennemi, venait en ayant en point de mire ce groupe principal et quand il les rencontrait, les autres venaient de tous les côtés, ils étaient attaqués par derrière. Et ça, apparemment, ça aussi donnait des résultats très intéressants. Les retombées, parce qu'il parle aussi des retombées, des conséquences de cette action collective. Il y a, bien sûr, outre les pertes de vies humaines, vous avez entendu, de 60 000, il en resté quelques centaines. Mais c'est aussi les conséquences au plan physique. La majorité des répondants à qui j'ai parlé avaient des séquelles visibles. Hein? Une jambe coupée, un œil parti, un bras coupé. Mais le pire était les conséquences psychologiques. Presque tous me disaient entendre les voix, des cris des femmes et des enfants. Il y en a qui me disaient, j'entendais ma femme crier mon nom. Et à un moment où la femme criait, lui était aux prises avec l'ennemi. Il ne pouvait pas lâcher. Hein? Imaginez-vous avoir la force de combattre quand on entend les cris des enfants qui appellent ton nom. Mais il y avait aussi des conséquences sociales. Une méfiance incroyable envers l'autre. L'autre, c'est l'ennemi, c'est l'étranger, c'est l'Occident, c'est les Nations Unies, qui ont tous fermé les yeux pendant 3 longs mois, alors que des gens comme ces rescapés étaient constamment pourchassés par l'ennemi. Quand on pensait des rescapés à leur expérience, ils parlent d'un sentiment d'ambivalence. Ils se demandent s'ils sont, en tant que voici, ils vivent la malédiction ou la bénédiction. Hein? Ils ne comprennent pas. C'est aussi une autre pensée sur l'incompréhension. Et ils m'ont posé à plusieurs reprises ces questions. Monsieur Oscar, est-ce que vous comprenez? Nous, on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas. Comment des simples citoyens qui n'ont rien à faire avec la politique, qui ne vivent qu'avec les troupeaux sur les collines, font l'objet d'une haine et d'une attaque aussi brutale jusqu'à nous exterminer à ce point. Est-ce que ça existe dans d'autres pays? Je me posais ces questions. Est-ce qu'ailleurs ça existe, ça? Une autre pensée, c'est l'absence de regret. Ils ne regrettent pas avoir fait ce qu'ils ont fait. Ils disent même,
on le referait si on avait à le faire. Parce que, pour eux, c'est ce qu'il fallait faire. Il y a bien sûr l'idée de l'enfant espoir. Après la libération, ils se sont remariés parce qu'ils avaient tous perdu les femmes. Et ils ont eu des enfants. Quand j'étais là, les enfants avaient autour de 16 et 17 ans et 18 ans. Les plus grands. Et ils me montraient, ils avaient des... Tu vois ces enfants. C'est eux qui feront que nos terres, nos collines, ne seront jamais occupées par l'ennemi, celui qui nous a exterminés. Au moins, ça on en est sûr. Nous nous sommes battus pour ces collines, et ces collines-là resteront nôtres grâce à ces enfants. C'est incroyable l'espoir qu'ils placent dans leurs hommes. Et ils en parlent beaucoup, ils ont créé des mythes. La mythe spatiale, c'est Mouira. Mouira, c'était le quartier général de Birara, le commandant en chef. Et c'est à Mouira qu'ils se rencontraient chaque soir pour stratégiser, pour planifier le lendemain. 3 mois durant. Mouira est devenu un symbole. Ils effectuent des pèlerinages sur Mouira. Ils y vont souvent pour revisiter les leurs, pour leur parler. Mouira renferme leurs peines et leurs espoirs. L'autre mythe, c'est la mythe humaine, c'est celle de Birara, le commandant. Celui qui les a motivés, qui a impulsé une énergie incroyable parce qu'il avait toutes les qualités d'un chef. Il leur parlait, et quand il finissait de prononcer ces mots, il y avait des mots clés qui leur donnaient une énergie folle. Il disait, on ne s'est jamais rendu, jamais de notre histoire. On se battra jusqu'au dernier. Même après le 13 mai, après les 40 000 morts en une journée, Birara n'était pas encore mort, il était encore vivant, ça a pris encore les morts vers mi-juin. Mais après, le soir du 16 mai, parce qu'il venait, il tuait, puis il repartait, aller manger, boire, se réjouir. Et eux, ils en profitaient pour se reconstituer. Et ce soir-là du 13 mai, qu'il leur a dit, la tentation de tout abandonner est palpable, je la vois. Il a dit, mais je ne suis pas d'accord avec vous. On continue la lutte, mais on va changer de tactique, on va changer de stratégie. C'est ce qu'ils ont fait, mais l'ennemi était plus fort. Ils ont continué à les poursuivre, ils montaient les collines, redescendaient de l'autre côté, ils montaient, ils connaissaient le milieu mieux que l'ennemi. Et c'est comme ça qu'ils se sont maintenus jusqu'à la 3e semaine du mois de juin. C'est quand les Français sont venus. À la vue des Français, ils sont sortis de leur cachette, tout ça, ils ont dit, voilà, ils sont venus enfin. Malheureusement, les Français n'étaient pas prêts à les secourir. Ils ont dit, bon, restez là, on reviendra dans 3 jours. Et là, l'ennemi les avait repérés. Aussitôt, les Français sont partis, les massacres ont repris. Voilà. Et quand ils sont revenus 3 jours après, comme il avait dit, il n'en restait que très peu. Le nombre qu'on vient de citer, je n'ai 800. Et ceux-là ont été sauvés. Les malades ont été transportés vers Goma, à la frontière avec au Congo, à la frontière avec le Rwanda.
et les plus aptes ont demandé de rejoindre les rangs du FPR. Ce qui les a fâchés d'ailleurs, parce qu'ils voulaient qu'ils restent avec eux et ils disaient non. C'est là qu'on verra. Et bien sûr, le mythe temporel, c'est le 13 mai. C'est aussi une date référence. C'est une date inoubliable. Pour eux, le 13 mai, ce fut l'effondrement de tout espoir de gagner la guerre. Et c'est là le jour où ils ont perdu la majorité des leurs. La résistance de BCCO était une résistance tardive, chers amis. C'était une résistance vouée à l'échec. Les combattants eux-mêmes le disent. Ils disent on savait que c'était fini, mais on voulait mourir dans la dignité. Lorsque le génocide se met en branle, on a déjà raté la chance d'éviter le pire. La vraie résistance, la bonne, c'est celle qui prévient le mal, celle qui se bâtit ici et maintenant. Le fait qu'on se rencontre ici dans cette salle et qu'on parle de la résistance, c'est déjà quelque chose. Ce qu'on dit ici va se propager. Et c'est là la vraie résistance. C'est ce que nous faisons aujourd'hui pour éviter qu'on ne tombe dans ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. La résistance aujourd'hui, c'est la tolérance zéro des attitudes, des gestes, des actions, des comportements qui sont contraires au principe universel sacré du vivre ensemble entre les humains, fondé sur le respect de l'autre et sur le respect de la vie. Les Rwandais ne sont pas différents des autres citoyens du monde. Et ce qui s'est passé au Rwanda peut se passer n'importe où ailleurs dans le monde. La preuve que je donne souvent, c'est ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie en 95, 12-15. Ça, c'est au cœur de l'Europe. C'est la région qui a connu la Deuxième Guerre mondiale et qui en a été sérieusement affectée. Et voilà que le plus jamais ça n'a pas joué. Il nous incombe donc, nous qui sommes informés de l'histoire tragique des Juifs d'Europe, des Arméniens de l'Empire ottoman, des Cambodgiens et des Tutsis du Rwanda, de faire nôtre le principe maintes fois bafoué du plus jamais ça. Il nous revient de développer des programmes qui incluent l'histoire des génocides, à l'intention notamment de nos jeunes, en fait de contrer l'antisémitisme et le négationnisme caractéristique de tous les génocides. C'est à nous qu'il incombe d'enseigner à nos enfants le respect de l'autre, la pensée critique. Et on dit au Rwanda que ce qui s'y est passé, c'est parce que les Rwandais obéissaient à l'autorité. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais je crois que au Rwanda comme ailleurs, il faut enseigner justement aux jeunes d'avoir cette pensée critique et de dire est-ce que ce qu'il me dit fait du sens, est-ce que ce qu'il me dit est dans mon intérêt, dans l'intérêt
public, dans l'intérêt commun. Est-ce que ce qu'il me dit n'est pas dans son propre intérêt? Finalement, pour moi, la résistance, c'est l'amour du prochain. C'est cette idée noble de dire, je ne voudrais pas faire à quelqu'un ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse moi. Je rêve d'une communauté de résistants. Que nous ayons tous à nous-mêmes, à nous, cette noble idée de dire, je m'opposerai au mal partout où je le rencontrerai. Et bien sûr, le livre ne se limite pas seulement à la résistance à l'UCCO. Vous y trouverez aussi des éléments intéressants de la résistance au Rwanda dans son ensemble. Des Rwandais, de tous les groupes, notamment le groupe perpétrateur, se sont levés, ont donné même leur vie pour sauver les autres. Et ça, pour moi, c'est l'espoir pour notre pays. Et l'histoire de ces personnes qui ont donné leur vie pour la survie du voisin, c'est l'histoire qui va galvaniser, insuffler, et il y a un nouvel élan dans notre pays pour que tous les Rwandais se sentent libres chez eux et qu'ils puissent au même titre contribuer au développement du Rwanda. Dans ce livre, vous trouverez aussi des approches, des théories qui nous permettent de mieux comprendre ce phénomène-là qu'on appelle le génocide. Je vous explique d'où ça vient et comment ça se développe. Je ne peux pas les parcourir tous. Si vous avez le temps de lire ce livre, vous allez prendre connaissance de ces théories. Il y a dans cette théorie seulement quelques-unes de la théorie de l'action collective contre la violence, qui interroge les aspects sociaux et psychologiques de l'action collective. On s'intéresse aussi aux caractéristiques et aux dynamiques qui déterminent l'action collective, notamment des conditions d'émergence et de développement. Comment est-ce qu'une action comme celle de Bassesero se développe, hein? Quelles sont les étapes et la dynamique de ces actions. On parle aussi de la théorie de la dynamique soit autre. Les conditions identitaires ont lieu dans un contexte et une dynamique relationnelle. Nous sommes des êtres relationnels. La théorie s'intéresse aux facteurs qui incitent les individus et les groupes à entrer en relation. Et bien sûr, cette relation peut être toxique. Soit et autres peuvent être des amis ou des ennemis. Et quand c'est des ennemis, bien sûr, il y a un conflit. Et la question est de savoir d'où vient cette inimitié et comment la contrer avant qu'elle n'aboutisse au massacre et aux théories que nous voyons autour de nous. Il y a aussi la théorie dite des besoins identitaires humains. La caractéristique principale des conditions identitaires est des conflits identitaires et de voir l'autre comme étant l'incarnation du mal, et comme étant un non-humain qui n'a pas droit à la satisfaction des besoins fondamentaux de sens, de reconnaissance, de sécurité, d'action et d'être en relation. Quand on vous met en prison, on vous empêche d'être en relation. Quand on vous empêche de travailler, on vient faire à votre besoin d'action. Chaque être humain veut
être en action, de se sentir utile, en train de faire quelque chose. Quand on n'est pas reconnu dans son propre pays, c'est un besoin fondamental, fondamentalement identitaire. Et on veut tous être reconnus pour ce que nous sommes, pour ce que nous contribuons à la société. Donc, tout ça, c'est des besoins identitaires, contraires aux besoins beaucoup plus matériels, comme le besoin de manger, de boire, tout ça. Ça, c'est évident. Mais les besoins identitaires ne sont pas moins importants. Et quand ils sont refusés ou ignorés, un conflit va absolument surgir. Donc, nos dirigeants doivent être à l'écoute des besoins identitaires de leur population. Je me souviens Habib Ayman, notre ancien président, celui qui est mort dans ce fameux accident. Il disait, mais Tutsi du Rwanda, je ne vois pas ce que vous cherchez. Avant, on vous tuait sur les collines. Maintenant, depuis que je suis là, personne ne vous tue. Alors, qu'est-ce que vous cherchez d'autre? Vous avez la paix. Mais cet homme-là ignorait qu'il y avait discrimination à tous les niveaux. Dans l'éducation, partout, on disait que le quota était dépassé. Le quota, c'était 10%. Mais même là, on ne savait même pas si les 10% étaient là, parce qu'ils étaient juges et partis. Hein? Dans les écoles, dans l'administration, il fallait ce quota. Mais il y avait des domaines où c'était tout simplement interdit. Dans l'armée, tout le monde ne pouvait pas le temps d'aller dans l'armée. Dans la diplomatie, c'était impensable. Voilà comment on ignore les besoins identitaires, on croit que l'autre, parce qu'on ne le tue pas, il devait se contenter de ça. Mais non. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu la guerre. Mais malheureusement, il s'est soldé par le génocide. Si je devais dire un dernier mot sur ce livre, c'est qu'il contient des éléments très utiles pour comprendre ce qui s'est passé à Bisesero et au Rwanda dans son ensemble, permet de visualiser un peu, donner le portrait de ce qu'était le Rwanda en 1994. Mais il vous ramène aussi, ici et aujourd'hui, pour vous dire, voilà ce que veut dire la résistance aujourd'hui, pour éviter que ce qui s'est passé ne se reproduise. Je vous remercie.